Je suis censée vous parler de moi, je crois, mais là, il n'y a rien qui vient. Qu'avez-vous besoin de savoir? Je commence par quoi? Je pose un regard que je pense bienveillant sur une nouvelle patiente. Cette introduction, je l'ai déjà entendue des centaines de fois, et je me demande alors si mes yeux renvoient vraiment ce que j'imagine. Il y a maintes raisons qui retiennent les personnes à parler d'elles. La méconnaissance intime, la pudeur, le manque de confiance. Quoi bon vous parler de moi? Le problème qui m'a poussé à prendre rendez-vous est extérieur à moi. Je subis la pression de mon patron et je veux juste que ça s'arrête. Il y a cette raison-là aussi, la victimisation. Les autres sont le problème. Pourquoi serait-ce à moi de faire le travail? Je vais donc, comme souvent, demander à cette patiente ce qu'elle attend, concrètement de la thérapie, puisque c'est elle que j'ai en face de moi et non son patron. Simultanément, une pensée accapare mon esprit. Le patient qui a rendez-vous dans 2 heures engendre une peur au creux de moi, depuis la dernière séance, depuis qu'il m'a confié être dégoûté par le sexe avec sa femme, mais pas avec des prostituées. Ce n'est pas cette phrase qui m'a perturbé, mais sa réponse quand je lui ai demandé quelle était la différence. Je me dois normalement de garder une posture neutre, mais cette fois-là, une sensation malaisante avait jailli sous ma poitrine. Ces mots résonnent encore dans mon esprit. Quand je couche avec une pute, j'ai l'impression d'être dans les bras de maman. Il n'y a que le verbal qui avait eu un effet sur moi lors de cette déclaration. Son regard avait pénétré le mien et un rictus d'assurance soudaine s'était dessiné, alors que ce patient a pour habitude de parler les yeux rivés vers le sol, et avec une voix hésitante. Vous allez garder le silence toute la séance? Parce que je dois vous avouer que ça ne me met pas du tout à l'aise. Je pose alors une question ouverte pour faire parler la patiente. Le temps de remettre de l'ordre dans mes idées et mes émotions. Je dois éloigner tout ce qui parasite mon esprit pour être pleinement avec cette femme, pour la laisser me guider à travers sa carte mentale, tenter de percevoir ses schémas conscients et inconscients. J'ai la sensation de ne plus être en mesure de faire cela depuis quelques semaines. Une écoute pleine, active, sans jugement, sans interprétation hâtive, je me suis laissé envahir petit à petit par le négatif qui se déverse dans mon cabinet, comme si mes barrières habituellement rigides avaient subi un choc brutal et que les fissures me faisaient que croître au fil des séances. Le plus inquiétant est que je supporte tout cela chez moi le soir. Mes patients deviennent mon obsession. Je dois arrêter cette machinerie avant qu'elle ne me broie l'esprit et le cœur. Je dois mettre le doigt sur ce qui a percuté mes barrières, mais pas maintenant. La séance est finalement passée, très rapidement, et quand je raccompagne la patiente, je découvre Maxine assise dans la salle d'attente. Elle ne dévie pas les yeux de son magazine au premier passage, mais quand je reviens seule, elle me jette un regard noir et me précède sans me saluer. Cette jeune femme de 22 ans est en thérapie avec moi depuis 6 mois pour travailler sur ses angoisses, son sentiment constant d'insécurité et la menace que représentent les autres. La confiance qu'elle accorde n'est jamais acquise et ses relations ressemblent à des jeux du chat et de la souris sur des œufs à coquille fine. Il faut que je vous dise quelque chose, m'annonce-t-elle, alors qu'elle n'est pas encore installée dans son fauteuil. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne veux plus être avant lui. Je fronce légèrement les sourcils, ne comprenant pas immédiatement de quoi elle parle. Lui, s'énerve-t-elle en s'asseyant. Celui qui passe après moi. Le fameux patient aux prostituées. Soit vous me faites sortir par une autre porte, soit vous le mettez à un autre horaire. Mais je ne veux plus croiser sa route. J'en suis malade depuis la semaine dernière. Je me garde de lui dire que moi aussi, et lui demande ce qu'il s'est passé. Elle me répond qu'il a posé ses yeux libidineux sur elle dans la salle d'attente, et qu'elle est sûre de l'avoir vue rôder autour de chez elle le soir même. Je lui demande donc si elle est formelle, si elle a une idée de la façon dont il aurait eu son adresse, si elle l'avait déjà vu avant de le croiser au cabinet. Je tente de la raccrocher à des éléments factuels pour forcer sa raison à remettre de la netteté dans son schéma interprétatif. Quand elle émet l'hypothèse qu'il l'ait suivie jusque chez elle, je lui fais remarquer qu'il entre en séance avec moi chaque fois qu'elle quitte mon cabinet. En fait, vous ne me croyez pas. Depuis tous ces mois. Vous me prenez pour une folle, c'est ça? Un œuf vient de se casser. Je lui affirme que je me remets absolument pas en cause le fait qu'un homme ait rôdé autour de chez elle, mais que je veux vérifier avec elle la possibilité que ce soit mon patient. Laissez tomber, me tacle-t-elle. De toute façon, il y a plus grave à aborder aujourd'hui.
Je ne réponds pas, mais note sur ma feuille l'importance de revenir sur la colère qu'elle a manifestée envers moi, dès la salle d'attente, et sur le lien à faire avec le transfert qu'elle a mis en place. Ma meilleure amie m'a confié une lettre, samedi dernier, alors qu'on faisait une soirée entre potes. Elle m'a fait promettre de ne l'ouvrir que s'il lui arrivait quelque chose de grave. Voyant Maxine effleurer le parquet avec ses yeux et accentuer en silence la double ride entre ses sourcils, je comprends qu'une inquiétude réelle est née de cet événement. Elle m'a dit qu'elle se sentait en danger depuis quelques semaines, qu'elle avait l'impression d'être suivie, que des choses étranges lui arrivaient, qu'elle entendait du bruit, la nuit, près de ses volets. Sur le moment, j'ai ri. On était tous un peu éméchés et j'ai cru qu'elle déconnait. Mais ses larmes ont vite stoppé mes rires. Elle s'est levée pour quitter la pièce et quand j'ai voulu la retenir par le poignet pour m'excuser, mais elle m'a violemment repoussée. Je ne lui ai plus parlé depuis. Elle ne répond plus à mes appels, je ne sais plus quoi faire. Vous feriez quoi à ma place? C'est la première fois en 6 mois que cette patiente me demande un conseil. Est-ce une légère marque de confiance ou un test? En même temps, poursuit-elle sans attendre ma réponse, je flippe vraiment pour elle. Vous imaginez si ce qu'elle m'a dit est vrai? Si quelqu'un lui veut du mal, je devrais peut-être prévenir les flics, non? Je m'en voudrais trop s'il lui arrivait quelque chose. Ce serait insupportable de me dire que je savais et que je n'ai rien fait. Quand je lui demande si elle a lu la lettre, Maxine reçoit visiblement ma question comme une gifle. Elle ouvre de grands yeux comme pour absorber la stupidité qui vient de franchir mes lèvres. Vous m'écoutez vraiment ou vous faites semblant, en fait? Elle m'a dit de ne l'ouvrir que s'il lui arrivait quelque chose de grave. Je me sens dans l'obligation de me justifier alors que j'aurais tout simplement pu garder le silence. D'ailleurs, mes explications glissent sur elle comme des gouttes d'eau sur une bâche. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, me rabrote-t-elle. Mais moi, je promets quelque chose, je m'y tiens. Ça fait partie de la loyauté. Mais vous me dites que j'aurais dû la lire? Tenez, me lance-t-elle en sortant une enveloppe de son sac à main avant de tendre le bras vers moi. Prenez-la et lisez-la, si vous pensez que c'est ce qu'il faut faire. Mais ne dites rien. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Je m'interroge alors ouvertement sur l'utilité de la manœuvre et Maxine tente de me convaincre que l'idée est de moi. C'est vous qui voulez la lire, pas moi. Je conteste cette affirmation et lui répète ce que je lui ai toujours énoncé, à savoir que je ne lui dirai jamais ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Elle baisse le bras, comprenant que je ne toucherai pas ce qu'elle me tend. « Vous n'en avez rien à foutre », murmure-t-elle en un regard froissé sur moi. Je crois que le moment est venu pour moi de lui dévoiler ce que je ressens depuis le début de cette séance, avant que trop de malentendus ne se hissent entre elle et moi. Je lui demande de me reprendre si je me trompe pour ne pas lui imposer mon interprétation et lui confie ce que j'ai la sensation qu'elle essaie depuis son arrivée de tester le niveau de confiance qu'elle peut m'accorder. Tout d'abord en m'imposant de régler le problème du patient qui la succède, puis celui de cette lettre qu'elle refuse de découvrir par elle-même. Je n'ai pas franchement besoin de vos interprétations bizarres aujourd'hui. Maxine serre les dents et les lèvres se tordent dans une moue de gamine démasquée, quand je lui réponds qu'elle cherche à savoir jusqu'où je suis prête à aller pour elle. Je lui demande pour quelle raison, mais ma question ne trouve pas preneuse. C'était une évidence, trop directe, trop ouverte. Je ne dois pas me laisser submerger par le contre-transfert. Je lui fais alors remarquer qu'elle manifeste de la colère envers moi depuis le début de la séance et lui demande quel en est l'objet. « Ce n'est pas à vous que j'en veux, » finit-elle par avouer, « mais à moi. Vous êtes contente? J'ai peur de tout et me méfie de tout, mais ça vous le savez déjà. Pourtant, quand je suis en thérapie avec vous, je me sentais un peu mieux. Je commençais à me raccrocher au réel. Quand mon esprit s'emballait pour imaginer des trucs fous, je tentais de comprendre ce que les autres voulaient ou disaient, sans projeter mes angoisses sur eux. J'avais vraiment l'impression que l'horizon s'éclaircissait progressivement autour de moi. Mais depuis samedi, ce que j'essayais de construire pour m'en sortir s'est effondré. J'ai replongé dans mes délires, mes scénarios catastrophes et la conviction que tout le monde est contre moi. Les menaces que mon amie s'enrôder autour d'elle m'ont confirmé que le danger est bien présent et qu'il se cache partout. En fait, je m'en veux parce que quand j'ai peur et quand je me sens en danger, je pense à vous. Savoir que je viens vous voir me rassure,
Savoir que vous existez me rassure et ça, ce n'est pas anormal parce que quand je réfléchis un peu, je sais que vous n'êtes que ma psy, qu'après les séances, vous ne pensez plus à moi, que vous ne serez jamais mon ami, que vous n'êtes pas ma mère. Pourtant, je n'ai personne d'autre à qui me raccrocher quand je me sens défaillir. Le transfert est une notion tellement délicate en thérapie. Savoir le gérer, le maintenir sans trop l'alimenter, jusqu'au moment où il faut aider le patient à s'en sortir. Je sais qu'il est beaucoup trop tôt pour entamer cette dernière étape avec Maxine, mais comment réagir à ce qu'elle vient de m'avouer, sans casser ce qui s'est construit et sans donner trop de poids à ce qu'elle projette sur moi. Hier soir, je me suis couchée vers 23h et je me suis vite endormie. Mais quelque chose m'a brutalement réveillée. 3 coups brefs contre mes volets. Je sais que vous allez me demander si j'étais vraiment réveillée quand j'ai entendu frapper. Et oui, je suis convaincue que ces coups étaient bien réels. Je suis restée paralysée dans mon lit, impossible de réagir. J'ai repensé à ce que m'avait dit mon ami, évidemment. Et puis j'ai pensé à vous. Je crois que si ça avait frappé à nouveau, j'aurais composé votre numéro pour vous appeler à l'aide. Vous voulez savoir pourquoi ? Je n'ai pas l'impression d'avoir répondu, mais Maxine, qui scrutait ma réaction, me propose son explication. Parce que vous êtes la seule en qui j'ai confiance sur cette putain de terre.